Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce Tech for Exec dédié au chatbot. Nous allons nous présenter. Premier slide. Je suis Julien Smadja, directeur du conseil chez Xebia et responsable du chantier chatbot en interne. Je suis Benjamin Lacroix, manager et consultant à Xebia et j'ai été impliqué sur le développement de plusieurs chatbots chez nos clients. Je suis Benjamin Fouriot, consultant en product management chez Tiga et j'ai également travaillé sur des POC de chatbot. Alors, comme l'a dit Estelle, nous avions envie de vous proposer une introduction un peu originale avec le temps qui nous était imparti pour vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a pu vivre dans nos différents projets. Donc, dans quelques instants, nous allons endosser nos nouveaux rôles et nous allons faire partie d'une banque fictive qui s'appellera Xbank et qui va lancer son chatbot. Donc c'est parti, je me représente, je suis Julien Picourt, directeur général de Xbank. Je suis John, directeur technique. Et je suis toujours Benjamin, directeur produit. La situation est la suivante. Benjamin et John, je vous ai réunis ici aujourd'hui dans cette salle parce que, à la suite d'un hackathon réalisé dans nos murs il y a quelques mois, des employés ont développé un chatbot, donc on poké un chatbot et j'ai décidé, moi en tant que directeur général de Xbank, que le chatbot allait être notre nouvelle application disruptive et qu'on devait la lancer sur le marché. Le hackathon nous a permis de voir un peu les challenges à relever, les problèmes techniques auxquels on sera confronté. Sur ce, on va faire la réunion de lancement. J'ai encore beaucoup de questions pour Benjamin et pour John. Benjamin, je te laisse la parole. Explique-nous comment on va débuter ce chantier. Merci. Donc à la suite de ce POC, effectivement, on s'est posé un certain nombre de questions, on a fait un bilan et la question principale qui revenait, c'est est-ce qu'un bot, un assistant, est un produit comme un autre? Est-ce que c'est juste un nouveau canal comme le web, le mobile, et ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a vraiment des spécificités? En fait, il y a eu de nombreux challenges relevés et je vais vous exposer les principaux. Il y en a beaucoup plus, mais on va dire ceux qui nous ont donné le plus de fil à retordre. Le premier, c'est la personnalité de l'assistant. C'était pas si compliqué que ça parce qu'on était dans un cas relativement simple, mais si on prenait le pitch de départ qui était que par exemple on voulait que l'assistant s'adapte au niveau de langage de notre client, qu'il ait le même registre ou qu'il puisse avoir un ton blagueur, ainsi de suite, là on rentrait dans quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc on est resté sur une personnalité relativement simple, ce qui pour le coup n'est pas très compliqué à faire. Et donc ouais, ça peut être un vrai challenge si on veut avoir un assistant qui a de multiples personnalités ou une personnalité un peu originale. Tant qu'on reste dans des choses relativement simples, il n'y a pas vraiment de challenge impossible à relever. Le deuxième challenge, c'était sur quelle plateforme on va le déployer cet assistant. Le marché est relativement fragmenté, il y a énormément de plateformes, j'en ai mis seulement quelques-unes sur cette slide, les principales, du moins celles qu'on va peut-être le plus retrouver en Europe. Va falloir faire des choix ou pas, ça va dépendre des technologies qu'on va utiliser. Est-ce qu'on est capable d'adresser toutes les plateformes ou est-ce qu'on va devoir en cibler quelques-unes en fonction de où se trouvent nos clients. Avec quand même une distinction entre tout ce qui va être interface conversationnelle, c'est-à-dire les messageries traditionnelles comme Messenger ou des assistants vocaux comme Google Home ou Alexa. Pour le coup, l'interaction avec l'utilisateur peut être relativement différente. Challenge numéro 3, les compétences. Qu'est-ce qu'il va faire notre assistant? Si on prend le pitch de départ de tous nos interlocuteurs des lignes business de la banque, en gros, l'assistant il doit être omniscient, il doit tout savoir faire, remplacer tout le monde dans la banque, le back-office, le call center, ainsi de suite. Et ça pose quand même quelques problèmes de périmètre. Ce qui va être important, c'est d'arriver à identifier tous les domaines métiers pour lesquels l'assistant va devoir avoir de la connaissance, tout simplement. Et pour chaque domaine, quelles sont les intentions que l'utilisateur pourrait avoir. Donc, si je prends l'exemple du compte courant, il va vouloir consulter ses soldes, consulter son RIB, les opérations passées. Ça, c'est relativement simple, c'est des accès en lecture sur de la donnée. En revanche, gérer des opérations, faire ses virements, ainsi de suite, c'est d'autres types d'intentions qui peuvent être un peu plus compliquées. Et en gros, il va falloir mapper tous ces parcours, parce que quand on parle d'un assistant, on parle vraiment de je vais lui demander quelque chose, donc un intent, une intention, et il va falloir qu'il trouve une réponse pertinente pour cette demande. Challenge numéro 4, les tests utilisateurs. Alors ça, on l'avait énormément négligé.
Concrètement, on code rapidement, les devs ils allaient super vite, et puis dès qu'on mettait le téléphone dans les mains d'un utilisateur, ça passait pas 2 minutes. Un exemple, déjà, postulat de base, on pensait que les utilisateurs ils faisaient des phrases bien structurées. Je souhaite connaître le solde de mon compte courant 1, 2, 3, 4. Et en fait, pas du tout, forcément. L'utilisateur il demande solde. Et l'assistant répondait le solde de votre compte courant est 1234,40 €. Sauf que c'était le solde de livret A qu'il voulait. Donc non, celui de mon livret A, et le bot répond. On voit que dans l'expérience, c'est pas hyper fluide. Après une itération en termes de design, l'utilisateur il demande toujours solde, on lui retourne le solde, mais comme l'assistant sait que l'utilisateur a plusieurs comptes, il va lui donner directement une liste de comptes pour que l'utilisateur il ait juste à cliquer et obtenir la bonne réponse derrière. Toutes ces micro-interactions avec l'assistant, ça demande énormément de tests pour les identifier et avoir des parcours super fluides. Et en plus, il faut tester avec des gens très différents. Il faut tester avec des jeunes, des moins jeunes, avec tous les registres de langue possibles. Et c'est assez chronophage et il faut vraiment le prendre en compte. Niveau confidentialité, sécurité. Alors d'un point, c'est plus John qui nous en parlera peut-être côté technique, mais d'un point de vue produit, il va falloir quand même qu'on soit en mesure de rassurer les utilisateurs, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec leurs données, surtout quand elles transitent sur des plateformes comme Facebook Messenger, où l'utilisateur ne veut peut-être pas que les GAFA siphonnent toutes leurs données bancaires, bien qu'au quotidien, ils donnent déjà toutes leurs données privées à ces plateformes. Et donc, John, je te laisse nous expliquer comment tout cela fonctionne. Alors finalement, réaliser un chatbot est-il si compliqué que ça? Un chatbot n'est finalement qu'une application cliente de notre système qui va accepter des requêtes, avoir tout un système de traitement et de compréhension de la requête qui vient d'entrer, puis une réponse va être construite et renvoyée. C'est vraiment pour vulgariser. Et finalement, c'est 3 briques. La brique de requête. En tant que Facebook Messenger, j'ai écrit un message du type solde ou voir mon solde ou voir mon compte. Cette information-là est comprise par une brique de NLP, donc Natural Language Processing. C'est un peu là où se situe l'intelligence de compréhension de ce qui a été écrit ou dit vocalement. La dernière réponse, qui est également à haute valeur, c'est la partie réponse, parce que si on a compris, il faut encore répondre. Et du coup, il faut qu'on soit capable de répondre par rapport à ce qu'on a dans notre système d'information. Comment construire un assistant? De notre point de vue, il y a 3 manières de le faire. La première, c'est la plus immédiate, la plus rapide, ça va être de faire dans le cloud. Utiliser Dialogflow ou Botfell ou Amazon Alexa, et il y en a d'autres. L'idée, c'est de pouvoir développer le plus rapidement possible un assistant de type FAQ avec globalement des questions qu'on va poser en tant qu'utilisateur. Du coup, tout un système d'intention que nous, on va pouvoir ajouter en tant que produit dans Dialogflow. Donc, c'est vraiment pas tout à fait technique. En fait, il y a réellement un dashboard utilisable et exploitable pour rentrer toutes ces intentions. Et les réponses peuvent être seulement textuelles. Typiquement, je veux bloquer ma carte bancaire. La première étape, c'est peut-être juste de fournir le numéro de téléphone pour bloquer sa carte bancaire. Ces choses-là peuvent être faites immédiatement via Dialogflow ou des systèmes comme Botfell, qui est un challenger français. L'avantage de ça, c'est que très rapidement, on va être disponible. Maintenant, c'est tout dans le cloud et ça pose des contraintes qu'on va voir juste après. La seconde approche, c'est un mode hybride. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire tout dans le cloud, mais on va pouvoir faire une partie chez nous, notamment toute la partie utilisation et connexion aux outils de messagerie. C'est-à-dire qu'on va avoir du Facebook Messenger, du Skype et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'on va pouvoir utiliser MS Bot Framework, donc Microsoft, pour créer un assistant capable de communiquer avec tous ces outils de communication. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on va coder quelque chose dans notre système d'information, capable de s'interfacer avec tous ces outils-là et de produire une réponse. La réponse sera toujours développée chez nous. Pour la partie compréhension du langage, compréhension de ce qui a été entré, on peut utiliser Louis, qui est du coup l'outil de Microsoft poussé quand on utilise leur framework. De l'autre côté, on peut choisir une plateforme complètement open source, Botkit, donc faite en Node.js. L'idée de Botkit est un peu différente par rapport à celle de Microsoft. En fait, il va falloir développer de façon assistée chaque connecteur pour les outils de communication. Donc Skype, Facebook Messenger, WeChat et compagnie. Botkit propose une interface pour avoir toujours accès aux spécificités de la plateforme et ainsi pouvoir exploiter les avantages de l'une par rapport à l'autre. Donc c'est intéressant si on souhaite utiliser des choses qui n'existent
que par exemple sur Facebook Messenger ou que sur WeChat. MS Bot Framework vous permettra moins de le faire. Et la dernière approche, ce que nous on choisira à Xbank, c'est tout contrôler nous-mêmes et créer un système à base de microservices qui nous permettent de faire les trois chantiers. La connexion, donc on aura un microservice ou 2 ou 3 selon le nombre de connexions qu'on a besoin de faire avec Facebook Messenger, Skype, WeChat et compagnie. Ça va être notre brique connecteur, donc ce sera un ensemble de microservices qui ne fera que ça. L'avantage de cette pratique, c'est qu'on va être proche de ce qu'on fait déjà dans notre système d'information. On va utiliser les outils qu'on utilise déjà et surtout, on va pouvoir capitaliser sur les développements qui ont été faits en termes d'architecture. La partie processeur, on pourra la développer nous-mêmes. Alors la partie processeur, c'est la compréhension du langage. On pourra la développer nous-mêmes. Et quand ça devient trop compliqué, on pourra quand même utiliser WIT-AI, Dialogflow et compagnie pour débrancher et aller sur une intelligence artificielle un peu plus poussée pendant qu'on est peut-être en train de développer chez nous une intelligence propre. Et la dernière partie, c'est le response builder, donc c'est la construction de la réponse, l'affichage du solde, enfin la réponse du solde, des transactions ou le RIB. L'avantage de cette dernière approche, du coup, c'est qu'on est aligné vraiment sur les pratiques de SI, ce qu'on a déjà fait, tout en ne réinventant pas la roue, puisque c'est du microservice, et on sait le faire déjà en entreprise. Franchement, ça a l'air tellement limpide et simple que je ne sais même pas pourquoi on en parle. Donc, on va déjà être en train de le faire. Est-ce que tu as des points d'attention particuliers quand même? Alors forcément, ce n'est pas tout à fait si simple. Il y a des points de considération, des points à surveiller. Nous, notamment, on a eu trois freins. Le premier, c'est qu'on va développer un assistant dans notre système d'information, en environnement intégré de développement. Parfois, pas ouvert sur l'extérieur. Alors, peut-être en sortie, mais sûrement pas en entrée. Et du coup, Facebook Messenger, Skype, WeChat, tous les outils de messagerie ont besoin d'effectuer une requête POST, alors pour la technique, une requête sur notre système. Sauf que si notre système il est derrière un bastion ou dans un espace sécurisé, eh ben on casse le lien. Donc il faut prévoir, lorsqu'on va vouloir faire un POC, puis un développement, puis une mise en production, d'ouvrir certains flux vers les GAFA. Et ça, du coup, ça se prépare et il y a des études de risque à faire. Le deuxième point super important, c'est tout ce qui est session utilisateur, authentification et identité. Sur un assistant, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire? En gros, bonjour, solde. Et récupérer son solde. Sauf qu'entre-temps, il faut quand même que depuis Facebook Messenger, on arrive sur Xbank en fait. Sinon, on ne va pas réussir à relier l'utilisateur. Donc, il y a forcément une étape de connexion. Il faut la prévoir et qu'elle soit le plus simple possible puisqu'on est sur mobile, on est sur ordinateur. On ne sait pas vraiment où on est puisqu'on est dans Facebook Messenger. C'est disponible partout. Et au-delà de ça, au niveau de la session, si la session d'utilisateur dure 7 minutes par exemple, ou 10 ou 15 ou 30, ça signifie que je laisse mon assistant de côté, je reviens 10 minutes après, je redemande mon solde, il me dit « Ah ben non, il faut se reconnecter ». En termes d'expérience, ce n'est pas idéal. Quelle solution nous on a trouvé à ça? Eh bien un peu comme sur le mobile. Sur le mobile, aujourd'hui, on demande le solde, donc on s'authentifie, on s'en va, et quand on revient, en fait, on fait juste un fingerprinting avec le doigt pour être automatiquement reconnecté et bénéficier des informations. On a la possibilité de faire le même système sur les assistants. En gros, d'accord, vous voulez accéder au solde, par contre, il faut que je vérifie votre identité. On envoie une notification au téléphone, on met le fingerprinting et on peut afficher après le solde. C'est le meilleur chemin. Après, est-ce qu'il ne faut pas étudier et aller plus loin et dire que certaines parties des informations d'utilisateurs peuvent être disponibles plus longtemps que la session classique? Toutes ces études-là, il faut les faire pour que l'expérience assistant soit idéale. La dernière partie, comme l'a abordé Benjamin, c'est le transit des données. Certes, on va potentiellement mettre son numéro de compte sur Facebook Messenger. Malheureusement, on ne peut rien y faire. L'utilisateur a écrit dans Facebook Messenger. Par contre, on a tout un système où ce numéro de compte et ce solde vont transiter sur le NLP et être analysés pour savoir ce que l'utilisateur a envie de faire, pour récupérer son intention. L'idée, ça va être peut-être de transformer ces flux-là pour que ça reste toujours un numéro de compte, mais que ça n'ait pas de valeur par rapport à l'utilisateur. Ainsi, les données transitent, elles peuvent être comprises par un outil de compréhension de langage, mais elles ne sont pas porteurs de sens par rapport à l'utilisateur. Ces choses-là, il va falloir aussi les étudier et les prévoir dans notre système. Ok. John, j'ai quand même une question, c'est que depuis tout à l'heure, avec Benjamin et toi, vous parlez beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux développements, de nouveaux challenges. On a quand même un existant chez Xbank, qui est notre application web et mobile. Est-ce que ce qu'on a fait auparavant, on peut s'en servir? Et ce qu'on va faire pour le bot, est-ce qu'on va pouvoir s'en servir aussi pour nos plateformes historiques? Voilà, j'ai besoin d'être un peu rassuré là-dessus parce que je vais signer un gros chèque. Je voudrais savoir si ça va quand même profiter à l'existant. Alors la réponse
et pas ni oui ni non. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Bien sûr que l'assistant va se baser sur tout ce qui est déjà fait côté back-office, côté application mobile, côté portail, puisqu'on va pouvoir réutiliser le calcul du solde, on va pouvoir réutiliser le RIB, la création du PDF. Toutes ces choses-là qui existent déjà, on va pouvoir le faire. Là où ça va devenir compliqué, c'est quand l'utilisateur va demander des choses du type « Quels sont mes frais essence sur le mois de mars ?» Si on n'est pas capable, côté serveur, côté SI, de consolider ces informations-là et de les renvoyer, eh ben, l'intérêt de l'assistant va peut-être être un peu limité. Donc au bout d'un moment, les réponses simples, on les a déjà, puisqu'on les a déjà faites pour l'application mobile et l'application de portail. Par contre, tous les nouveaux critères, toutes les nouvelles façons de trier et ainsi de suite, il va peut-être falloir s'outiller et consolider nos données pour réussir à produire de l'information à plus haute valeur. Ok, alors moi je suis de la vieille école, donc pour un site web, j'avais l'habitude d'aller sur mon dashboard de Google Analytics par exemple, de voir le chemin de l'utilisateur, de voir le nombre de pages vues, de voir le taux d'erreur, ce genre de choses. J'ai du mal à me rendre compte comment ça va se passer là pour le chatbot. Hein, on a l'habitude avec les équipes QA qui fassent tous les chemins possibles sur les écrans, sur dérouler un parcours de souscription. Et ça, je suis assez serein sur ces plateformes-là parce que l'utilisateur est guidé. Là, j'ai l'impression qu'il peut demander, l'utilisateur, nos clients peuvent demander tout et n'importe quoi. Comment s'assurer qu'on répond bien, que le bot part pas ne bloque pas. Et, voilà, je sais, j'ai peur. Tu peux m'expliquer ce qu'on va mettre en place pour me rassurer? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un défi à relever du côté de, on va dire, la supervision de ce qui se passe en production avec un assistant. Car sur le web et le mobile, ok, on peut s'outiller d'analytics et monitorer tous les parcours utilisateurs assez facilement. Ces technologies-là sont matures. Mais comme le rappelle Peter Drucker, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Et comment mesurer ce que fait un assistant? Eh ben, c'était encore il y a quelques mois vraiment pas si simple. Aujourd'hui, on commence à avoir des pistes, il y a des outils qui commencent à émerger. Mais il va falloir acquérir quand même de nouvelles métriques, de nouveaux KPI et travailler à ça. Il y a des métriques totalement classiques, j'en ai mis quelques-unes ici qui sont toujours valables. Vous allez toujours pouvoir mesurer de l'audience. Alors le challenge sur l'audience avec un assistant, mais finalement c'est le même que sur n'importe quel autre canal. Un nombre d'utilisateurs c'est bien, mais en fait ce qui nous intéresse c'est les utilisateurs actifs. Et la rétention sur un assistant, on a très peu de recul aujourd'hui sur comment assurer une rétention de l'utilisateur, comment s'assurer qu'il revienne régulièrement sur l'assistant. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on ne maîtrise pas totalement son expérience. C'est-à-dire qu'il peut avoir eu 2 mauvaises réponses la première fois qu'il utilise l'assistant et ne plus jamais revenir. Encore faut-il savoir qu'il ne revient pas parce qu'on lui a mal répondu. On va pouvoir aussi segmenter si justement on veut adapter le discours du bot en fonction des questions. On va pouvoir toujours gérer des entonnoirs de conversion si on est sur des parcours de type souscription où en réalité l'assistant va dérouler des formulaires masqués dans une interface conversationnelle, mais grosso modo on va demander les mêmes types d'informations que s'il était sur un formulaire web et suivre donc les étapes du parcours par le client. Et puis on va toujours pouvoir mesurer tout ce qui est satisfaction puisqu'on peut interagir avec le client et lui demander si il est content de la réponse qu'on lui a apportée. Et ça d'ailleurs c'est hyper important et dans les premières phases il va falloir le faire beaucoup parce que c'est à peu près le seul feedback direct et concret qu'on aura sur est-ce que la réponse apportée à l'intention qu'on a détectée est correcte. Ce qui sera intéressant de mesurer aussi, c'est le taux d'effort. Est-ce que l'utilisateur doit déployer un effort important pour utiliser l'assistant? Et ça fait vraiment partie de tout le challenge UX où, pour fluidifier l'expérience, il va falloir adopter des principes comme, par exemple, on ne supposera jamais que l'utilisateur va comprendre la réponse qu'on lui fournit. C'est-à-dire qu'il faut toujours imaginer qu'en fait, la réponse qu'on fournit ne sera pas comprise. Et à partir de là, comment on peut mieux représenter l'information pour qu'il puisse rebondir derrière. Mais voilà, il y a quand même des métriques spécifiques qui sont en train d'émerger pour les assistants. La fréquence de sollicitation des intents. Donc là, vous voyez un tableau de bord de chez Dialogflow où on a les intents qui sont représentés comme des parcours, où on va regarder lesquels sont les plus sollicités, parce que c'est sur cela qu'on va mettre notre effort de supervision au départ. De la même façon que sur un produit, n'importe quel produit digital, une appli mobile, on va peut-être se concentrer sur les features qui sont les plus utilisées par les clients au début, donc ça on va surveiller.
Ce qui va nous intéresser, c'est le pourcentage de réponses qui sont OK, qui sont dans le cas nominal de ce qu'on comptait répondre au client. Et après, le taux de repli. Et le taux de repli, c'est l'assistant ne sait pas répondre. Et il dit explicitement au client, ben, je ne sais pas répondre à ta question, je ne suis pas compétent, et ainsi de suite. Et la bonne pratique en termes d'UX, c'est qu'on renvoie le client vers le call center, par exemple, ou une FAQ en ligne, ou n'importe quoi, mais on ne le laisse pas dans la nature comme ça, sans réponse. Et le taux de confusion qui est intéressant, c'est le nombre de fois où l'assistant doit se replier sur le nombre total de messages envoyés. Plus ce taux est bas, plus votre assistant est compétent et sait satisfaire les utilisateurs. Après, gros challenge au niveau du produit, sur toute cette partie supervision, c'est qu'il va falloir corriger les réponses de l'assistant. Et contrairement à du code qu'on fait classiquement, c'est pas on va relever des anomalies en production, loguer des tickets dans le backlog et puis corriger ça et redéployer en production. Là, il faut être hyper réactif, surtout si on a une technologie derrière où l'assistant il est auto-apprenant et il apprend relativement vite. Parce que si on ne le corrige pas, il va partir à la dérive. Et ça, du coup, il faut s'outiller avec une sorte de back-office d'administration dans lequel le business directement est capable d'aller surveiller ce que raconte l'assistant et dire « Ok, en fait, c'est simple, on dit voilà, tel utilisateur a posé telle question, donc l'intention détectée était celle-ci, la réponse qu'on a fournie était celle-là. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon ?» Et du coup, la personne va devoir dire c'était bon, et si c'est pas bon, quelle aurait dû être la réponse ou la bonne intention à détecter. Et du coup, à partir de cette matière, l'assistant va être capable d'apprendre pour affiner ses réponses. Et la même chose pour rajouter des nouveaux intents et des nouvelles réponses. À chaque fois qu'on va voir qu'on répond mal parce qu'en fait on n'a pas compris l'intention mais que c'est une intention qu'on ne gère pas, l'idéal est de pouvoir, de façon autonome dans un back-office, configurer des nouvelles intentions et des réponses adaptées en pouvant relier ces réponses bien sûr à des couches de service du SI pour ne pas repasser vers des équipes de développement. Est-ce que ça te rassure ? C'est beaucoup plus clair pour moi. Je vais tenter de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Comme ça vous permettra de me corriger si besoin. Ok, donc si j'ai bien compris, le bot, c'est une nouvelle application à faire. On avait le web, on avait le mobile, là on a une troisième chose à faire, avec une complexité qui a une personnalité à créer. On est une banque, donc je pense qu'on va rester dans quelque chose d'assez formel et d'assez sérieux, mais je pense que d'autres sociétés auraient peut-être des difficultés un peu plus supplémentaires pour créer une personnalité qui colle à leur image de marque et qui soit peut-être décalée, sérieuse, humoristique. Vous me connaissez, hein, je suis assez sérieux, j'aimerais qu'on reste comme ça par rapport à notre image. La cartographie des compétences, alors j'ai vu hein, ton arbre, tout ça, moi j'aimerais qu'on se concentre d'abord sur quelques use cases les plus importants, les cas d'utilisation qui répondent, qui apportent de la valeur au maximum à nos utilisateurs. On se focus là-dessus, on part petit et après on verra ce qu'on fait. Donc on va prioriser. J'ai bien compris qu'il fallait que nos tests étaient primordiaux. Moi je veux que ma mère elle puisse aller sur le chatbot avec son phrasé et qu'on puisse lui répondre. J'aimerais que mon petit-neveu aussi il puisse poser la question avec des mots, des fois peut-être un peu mal orthographiés, mais qu'on lui donne ses économies sur son compte. Donc, essayez de bien choisir votre échantillon de test. Ensuite, côté technique, John, tu nous as bien expliqué qu'il y avait trois cas. Vu nos contraintes en termes de sécurité, j'aimerais qu'on expose le moins possible les données de nos clients à l'extérieur. J'ai besoin vraiment d'être rassuré là-dessus. L'interconnexion avec notre SI, alors je sais, on a un SI qui date de plusieurs années, voire dizaines d'années. J'aimerais vraiment que vous preniez de l'avance par rapport aux contraintes et aux ouvertures de flux qu'on pourrait avoir avec les ops. Je sais que ça peut être un vrai point de blocage. L'authentification qu'on a parlé, pour l'expérience utilisateur, il faut vraiment que ça soit le plus transparent possible. Que nos utilisateurs n'aient pas à rentrer leur mot de passe ou je ne sais pas quoi tout le temps, qu'on réutilise et qu'on redonne, qu'on redistribue tous nos développements pour le chatbot aux autres services existants. J'ai envie que notre application mobile elle continue de vivre.
J'ai envie que notre application web elle continue de vivre, agrémentée des nouvelles possibilités. Benjamin, tu nous as parlé de nouveaux dashboards. Donc moi, je serais curieux aussi d'avoir un accès pour voir un peu comment se comportent les utilisateurs, nos clients sur le bot. J'y toucherai pas. Hein. Mais par contre, j'ai compris que tes équipes allaient être beaucoup plus autonomes et ne plus passer par du ticketing avec les équipes de dev, puis une mise en production. De ce que j'ai compris, avec ces nouveaux outils, vous pourrez agir, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas réagir rapidement si vous voyez que le bot répond mal ou s'il y a une question qu'on n'avait pas prévue et qu'on peut apporter une réponse sans nécessité de dev particulier, vous serez autonome là-dessus. J'ai bon? Oui. Ce que je vous propose, c'est que je signe le chèque. On se revoit dans 2 semaines pour la démo du Sprint 0. C'est parti. On reprend notre apparence Xebia Tiga. Merci pour votre attention et nous attendons vos questions. Alors, il n'y a pas eu de questions posées via l'application Taxou, mais j'imagine que voilà, les questions vont arriver. Ouais, vous parliez de mesurer l'effort des utilisateurs et du coup concrètement, quelles actions montrent que, quelles actions faites par l'utilisateur montrent qu'il a galéré sur Ça c'est vraiment pas simple. Pour le coup, une chose qu'on a pu imaginer, c'est le temps passé entre la détection de l'intention et la bonne réponse apportée. Si l'échange a été anormalement long, par exemple, s'il a fallu rebondir plusieurs fois sur des mauvaises pistes, ainsi de suite, d'un point de vue statistique, on devrait arriver à détecter des parcours qui sont anormalement longs, par exemple, et typiquement, tous les cas d'usage qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez rapides, quoi. Là, les demandes sont généralement assez précises et on devrait pouvoir apporter la réponse très rapidement. Du coup, si par exemple l'échange moyen c'est 3 messages et que, que l'échange idéal devrait être de 3 échanges et qu'on est sur plutôt 5 ou 10, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans l'expérience. Donc ça, c'est une façon quanti de l'évaluer. Après, c'est surtout les tests utilisateurs qui nous montrent vraiment l'utilisateur buter devant son téléphone, être dans une impasse parce que l'assistant ne répond pas correctement et en même temps, lui ne sait pas vraiment comment rebondir pour faire comprendre à l'assistant ce qu'il veut. Et ça, ouais, c'est plutôt de l'étude quali avec des entretiens utilisateurs, quoi. Et pour aller plus loin, il y a tout aussi une sémantique du langage qui peut être montée dans les outils de NLP pour savoir si l'utilisateur est en colère ou la fin de la conversation qui se finit par « t'es nul » par exemple. Typiquement, il y a eu un effort trop important investi pour un résultat nul. Et ça peut se prévoir aussi dans la construction du moteur de linguistique.